Merci Claude. Donc effectivement, je vais vous parler de propagation d'ondes en milieu aléatoire. Et ici, les résultats que j'ai obtenus ces 2-3 dernières années avec les 3 chercheurs qui sont cités là, sont motivés par un problème d'imagerie, imagerie interférométrique ou imagerie à base de corrélation, que je vais essayer de vous raconter durant l'heure qui vient. Donc c'est un problème d'imagerie. Alors qu'est-ce que j'appelle imagerie ici? C'est de l'imagerie avec des ondes. Donc le problème consiste à vouloir imager un milieu, donc ça peut être le corps humain si c'est de l'imagerie médicale, le sous-sol de la Terre si c'est de l'imagerie sismique. Donc on veut reconstruire, imager un milieu en le sondant avec des ondes. Donc on imagine qu'on est capable de poser un réseau de sources à la surface du domaine, à la surface du milieu. Les sources émettent des ondes qui se propagent dans le milieu, qui interagissent avec le milieu. Et on a aussi un réseau de récepteurs, toujours en surface, à l'extérieur du milieu qu'on veut sonder, qui sont capables d'enregistrer les signaux qui sont transmis ou réfléchis par le milieu, ça dépend de la configuration. Et donc ces signaux enregistrés vont ensuite être traités pour essayer de construire une image du milieu. Donc voilà le principe de base de l'imagerie par onde. Le problème, c'est que quand on a affaire à des problèmes de propagation d'ondes dans des milieux naturels, on a souvent affaire à des milieux assez complexes, avec présence de tout un tas d'inhomogénéités dans le milieu, et ça vient singulièrement compliquer le problème. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que ça peut être intéressant de passer un peu de temps à travailler sur la propagation des ondes en milieu aléatoire, et en particulier à développer des techniques multi-échelles pour comprendre ce qui se passe, parce que ça va nous donner des idées pour justement traiter les problèmes d'imagerie, des idées de nouvelles fonctions d'imagerie qui vont permettre de construire des images dans des situations où apparemment on ne pouvait pas y arriver. Donc à la fin de l'exposé, vous verrez quelques images. Donc je vais commencer par un problème extrêmement simple, extrêmement simplifié de propagation d'imagerie. Donc ici, là, j'imagine que le milieu est homogène, complètement homogène, à part un petit réflecteur quelque part. Et j'ai un réseau de sources et de récepteurs à la surface de mon milieu. Donc ce que vous voyez tout en haut, XS, ça va être une source, XR, c'est un récepteur. Donc j'ai tout un ensemble de sources et de récepteurs à la surface. Et donc je commence par, comme tout problème d'imagerie, d'abord je collecte des données, puis je traite les données. Donc les données, à quoi elles ressemblent? Elles forment en fait une grosse matrice de signal. Donc c'est UT, XR, XS. Donc, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? UT, XR, XS, c'est ce que j'enregistre en temps, donc T, c'est le temps, à la position XR, donc c'est la position d'un récepteur, lorsque je mets une source au point XS, une source ponctuelle au point XS. Donc voilà, donc en ayant tout un réseau de sources et tout un réseau de récepteurs, c'est bien une matrice, j'ai NS source, NR récepteur, et donc j'ai une matrice de taille NR fois NS de signaux temporels. Donc ça, ce sont mes données que je vais vouloir traiter donc, pour imager le milieu. Donc là, j'écris un petit modèle pour décrire un petit peu ce qui se passe dans cette situation très simple où j'ai juste un réflecteur enfoui dans un milieu homogène. Donc je prends comme modèle une équation d'onde scalaire. En fait, durant tout l'exposé, je ferai juste du scalaire. Vous reconnaissez à droite la source. Donc j'ai une source ponctuelle en XS qui émet une impulsion f de t. Et puis ici à gauche, là, vous avez la description du milieu. Donc ici, c'est un milieu qui est homogène. Donc C0, c'est une constante, sauf autour d'un certain point YF, sur un petit domaine autour de YF qui est décrit par BRF, j'ai un saut dans l'indice de réfraction ou dans la vitesse de propagation des ondes qui va me générer un signal réfléchi. Donc voilà, c'est ça le petit modèle pour ce petit problème d'imagerie de base. Et donc encore une fois, la question c'est, je ne connais pas ça. Tout ce que j'ai, c'est j'observe la solution de l'équation en certains points pour certaines sources, et je veux reconstruire le milieu. Donc c'est un problème inverse. Donc à partir des mesures, on veut reconstruire le milieu. Donc on veut construire une image. Donc c'est là où on parle d'image, enfin. Donc c'est une fonction I de YS. Donc YS avec un point source, un point de test.
Donc sur une grille de YS, on veut reconstruire une image qui est censée ressembler le plus possible à ce qu'on cherche. Donc ici, ce qu'on cherche, ce serait juste cette fonction-là. Un petit pic localisé en YF de support BREF avec un contraste CREF. Donc voilà, c'est ça qu'on veut reconstruire ici. Donc ça, c'est un problème classique. Il y a une littérature vaste et abondante à la fois dans le domaine théorique et dans les domaines appliqués sur comment peut-on résoudre ce problème d'imagerie. Donc on peut dire que la méthode, on va dire, de référence, celle que les gens aimeraient implémenter, alors ça porte différents noms, mais on va appeler ça imagerie par moindre carré. Donc c'est très simple, ça consiste juste à essayer de résoudre un problème d'optimisation ou de minimisation pour être plus exact, où on regarde en gros, on a les données, donc ça c'est bon, on est capable de résoudre l'équation d'onde par un ordinateur avec des candidats, donc je mets dans mon ordinateur virtuellement un petit réflecteur à une position Y-test de forme B-test avec un contraste C-test, et puis j'essaye de déterminer les Y-tests, B-tests, C-tests de telle manière que les données synthétiques que je vais générer par mon code numérique vont ressembler le plus possible aux données observées réellement. Donc ça, c'est la méthode par moindre carré. Alors il se trouve que je disais que c'était la méthode de référence, mais en fait, c'est pas du tout... Enfin, c'est pas utilisé parce que cette fameuse fonction de misfit quadratique, là, qui a toutes les mauvaises propriétés que vous puissiez imaginer, c'est-à-dire qu'elle n'est pas convexe, elle a plein de minima locaux, donc c'est un truc très difficile à manipuler. Donc les gens ont ça en tête, c'est la méthode de référence, mais il va falloir faire quelque chose, il faut l'aider en quelque sorte pour arriver à obtenir quelque chose de valable. Donc il y a différentes manières d'aider la résolution du problème d'imagerie par moindre carré. Donc il y a des approches bayésiennes, des choses comme ça. Là, je vais prendre une philosophie qui est appliquée en particulier en imagerie médicale et en imagerie sismique, qui consiste à linéariser le problème direct. Alors il y a différentes manières de linéariser le problème direct. On peut par exemple imaginer que l'obstacle a un contraste tout petit, et à ce moment-là, on peut linéariser par rapport, on fait un développement asymptotique par rapport à la taille de l'amplitude du réflecteur, ou alors il peut avoir un contraste élevé mais son volume est petit, et à ce moment-là on peut aussi faire un développement asymptotique sur le volume de l'inclusion. En tout état de cause, à la fin de la journée, on arrive à linéariser le problème direct vis-à-vis des inconnus, et à ce moment-là, la fonction de misfit quadratique, ça devient vraiment une fonction quadratique, une fois qu'on a fait la linéarisation. Et là, tout le monde, même les ingénieurs, savent déterminer le minimum d'une fonction quadratique. Et donc, en fait, ce qu'on tombe, c'est ce qui est utilisé pas mal maintenant en imagerie sismique, c'est la fonction d'imagerie par retournement temporel, parce qu'on s'aperçoit que le minimum du problème de moindre carré linéarisé, en fait, s'obtient simplement en résolvant une équation d'onde où on émet à partir des récepteurs les retournées temporelles des ondes, des signaux qu'on a enregistrés. Donc vous mettez dans votre ordinateur des sources là où il y avait des récepteurs qui émettent les retournées temporelles des signaux, et ça vient refocaliser bien gentiment sur les réflecteurs. Donc ça, c'est une méthode qui, comme je disais, commence à être employée en imagerie sismique. Bon, il faut quand même résoudre une équation d'onde. Donc en imagerie sismique, ces équations élastiques 3D, c'est tout de suite un peu lourdingue. En imagerie médicale, c'est aussi la même chose, et très souvent, c'est encore trop compliqué. Les gens veulent avoir des images en temps réel, en particulier en imagerie médicale, en imagerie, par exemple, échographie ultrasonore. Donc, quand vous avez une image échographique ultrasonore, il n'y a pas un code qui résout une équation d'onde 3D, mais il y a une simplification de cette fonction d'imagerie par retournement temporel, où au lieu de résoudre complètement l'équation d'onde, on va la résoudre de manière approchée par une approximation type optique géométrique. On ne va pas faire attention aux amplitudes, on va juste faire de la migration par temps de trajet. Et ça donne ce qui est utilisé en pratique. Donc quand vous avez une image d'échographie ultrasonore ou 90% de l'imagerie sismique en sismique exploratoire,
sont faites avec la fonction de migration de Kirchhoff. Donc je disais, c'est essentiellement du retournement temporel avec une méthode très simplifiée de résolution de l'équation d'onde. Et ça vous donne cette fonction-là. Donc ça fait juste une migration par temps de trajet. Donc vous prenez les signaux enregistrés. Je rappelle, les signaux enregistrés, c'est U de T, XR, XS. Et pour chaque pixel de votre image, vous allez évaluer vos données à la somme des temps de trajet entre le récepteur, la source et votre point cible. Ça, c'est une solution très simplifiée de l'équation d'onde quand je mets des sources au point récepteur. Et puis vous sommez sur toutes vos sources, tous vos récepteurs. Donc vous voyez, c'est motivé par une simplification assez brutale d'un bête problème de moindre carré. Donc ça, c'est pas mal, ça donne des jolis résultats. Alors en fait, si vous ne connaissez pas l'historique du problème, vous pouvez comprendre qu'effectivement, dans la situation simplifiée que j'ai décrite ici, ça doit marcher pas trop mal. Parce que là, la structure des données, à quoi ça ressemble? Si vous y mettez à l'instant 0 une impulsion courte de XS, ça se propage jusqu'à YF. Donc ça met le temps qu'il faut pour aller de XS à YF, c'est la distance que divise la vitesse de propagation. Vous avez réflexion en YF, et ça remonte vers la surface, et ça remet un temps qui est le temps de trajet entre YF et XR. Donc en fait, vos données, ça doit ressembler à des pics qui arrivent en la somme des temps de trajet de XS à YF et de YF à XR. Donc ça, c'est à ça que doivent ressembler les données. Et donc quand vous calculez ça, de deux choses l'une, ou bien YS, disons, n'est pas YF, n'est pas la vraie position du réflecteur, et vous êtes en train de regarder vos données à un instant où il n'y a rien, donc vous avez 0, ou bien YS, le point test, c'est pile poil YF, la vraie position du réflecteur, et à ce moment-là, vous êtes en train de sommer plein de petits pics, tous les petits pics que vous avez enregistrés dans vos données, et donc ça fait un gros pic. Donc voilà, on s'attend à ce que ça marche plus ou moins. En fait, c'est ça, hein, quand vous avez une imagerie d'un BV par imagerie ultrasonore, c'est juste ça qui est traité. Alors, on peut l'analyser. Alors, il y a deux types d'analyses qu'on peut faire. Donc ça, c'est classique. Hein. C'est des résultats que vous trouvez dans tous les livres d'imagerie, en particulier imagerie ultrasonore. Vous pouvez faire une analyse de résolution qui consiste à dire avec quelle précision vous êtes capable d'imager un objet enfoui dans le milieu. Et à ce moment-là, en particulier dans le problème que j'ai écrit, ce n'est pas bien difficile parce que comme vous avez affaire à un milieu homogène, vous avez une expression explicite de la fonction de Green. Donc ce truc-là, vous pouvez l'écrire de manière explicite. Et si vous imaginez que vos sources et récepteurs sont suffisamment denses, vous pouvez remplacer les sommes discrètes par des intégrales continues, vous pouvez faire tous les calculs, et donc vous obtenez les deux résultats que j'écris ici par calcul absolument explicite, à savoir donc la résolution, le détail le plus fin que vous pouvez voir. Ça dépend de si vous cherchez un détail en transverse ou en longitudinal. En transverse, vous avez la formule dite de Rayleigh, lambda L sur A. Lambda, la longueur d'onde centrale des ondes que vous avez émises, L, la distance entre le réseau et l'objet, A, le diamètre du réseau de source. Et en longitudinal, vous avez quelque chose qui est proportionnel à l'inverse de la largeur spectrale des impulsions que vous avez émises. Donc ça, c'est des formules que vous trouvez dans les bouquins. Donc ça, on comprend. B, c'est la largeur spectrale. Donc c'est la largeur de la transformée de Fourier de l'impulsion que vous avez émise. Donc là, il y a une fréquence centrale qui correspond au lambda, à une longueur d'onde centrale, et vous avez une largeur spectrale qui vous donne le B. Donc en fait, 1 sur B, c'est pratiquement la durée de l'impulsion. Donc vous avez une résolution qui est proportionnelle à la durée de l'impulsion. Plus l'impulsion est courte, plus vous arrivez à détecter finement la distance entre votre source et votre objet. Voilà, donc ça, l'analyse de résolution, bon, on sait la faire. Il y a un autre type d'analyse qu'il faut faire quand on fait de l'imagerie, c'est une analyse de stabilité, à savoir est-ce que votre image est bruitée, floue ou pas. Donc il y a un moyen de caractériser ça, c'est de calculer un rapport signal sur bruit de votre image, qui est un rapport entre le signal et le bruit. Donc
je vais décrire ça comme un rapport entre une espérance, une moyenne et un écart type, donc une racine carrée de variance. Donc la question c'est est-ce que le rapport signal sur bruit de l'image est plus petit ou plus grand que 1? On veut qu'il soit plus grand que 1 pour voir quelque chose. S'il est plus petit que 1, c'est que les fluctuations dominent sur l'image que vous essayez d'avoir. Donc la question c'est espérance et variance, mais par rapport à quoi? Quelle est la distribution, quel est l'espace de probabilité sous-jacent? Ça dépend du type de stabilité que vous êtes en train de regarder. Par exemple, vous pouvez regarder la stabilité de l'image par rapport à du bruit de mesure. C'est-à-dire que vous imaginez que vos données, ce sont les données parfaites, solution de l'équation d'onde, mais chaque récepteur a un bruit additif que vous ne connaissez pas, que vous ne contrôlez pas. Et pourtant, il est là. Donc, il s'agit de savoir est-ce que votre image va être robuste vis-à-vis de ce bruit? Et la réponse est oui, c'est très robuste. Donc, vis-à-vis du bruit de mesure, la fonction d'imagerie Kirchhoff est très, très robuste. En fait, ce n'est pas très étonnant parce que ça vient c'est une version simplifiée d'une fonction d'imagerie par moindre carré. Et par définition, normalement, les moindres carrés, c'est fait pour être robuste vis-à-vis de bruit additif. Donc là, il n'y a pas de surprise. Il faut quand même vérifier que toutes les simplifications qu'on a faites à partir du problème de moindre carré n'ont pas fait perdre la stabilité vis-à-vis d'un bruit additif, mais non, ça reste très stable. Donc ça, on sait, c'est un bon point de la méthode. Par contre, il y a un point assez critique, c'est que c'est très sensible vis-à-vis de ce que j'appelle ici grossièrement bruit de milieu. Alors, qu'est-ce que j'appelle bruit de milieu? C'est le fait que votre milieu, en fait, là, dans le petit exemple, j'ai supposé qu'il était parfaitement homogène, à part le réflecteur que j'essaye d'imager. En fait, ce n'est pas du tout le cas dans les applications pratiques, imagerie médicale ou imagerie sismique. Votre milieu, il est plein de petits diffuseurs, de petites inhomogénéités, qui génèrent plein de petits signaux réfléchis, en plus du gros signal que vous voudriez voir du réflecteur enfoui. Et tous ces petits signaux viennent vraiment vous perturber votre image. Et pas de bol, autant la fonction d'imagerie Kirchhoff est extrêmement robuste vis-à-vis d'un bruit additif qui va être indépendant de récepteur en récepteur, autant le bruit de milieu, lui, il est fortement corrélé de récepteur en récepteur. Et la fonction est très sensible à ce bruit. Donc, vous pouvez rajouter 100% de bruit additif à vos données. Kirchhoff va marcher sans aucun problème. Vous rajoutez 1% de bruit de milieu, vous rajoutez des petites fluctuations de l'indice de réfraction de type 1%, et Kirchhoff est complètement perdu. Donc, je vais vous montrer quelques images pour illustrer ça. Donc, voilà ce que j'appelle une situation avec bruit de milieu. Donc, je reprends la même situation. Donc, des sources, des récepteurs en surface, un réflecteur enfoui quelque part, mais en plus, j'ai tout un tas d'inhomogénéités dans le milieu. Et comment je vais décrire ça? Je décris ça toujours avec une équation d'onde scalaire, avec un point source en XS. Et mon milieu, maintenant, c'est le réflecteur que j'essaye de voir. Et ça, c'est le milieu sous-jacent, qui consiste en, disons, un background, enfin un milieu constant, plus des petites fluctuations. Des petites fluctuations que je ne connais pas, bien sûr. Je ne connais pas la position de toutes les petites inhomogénéités présentes dans le milieu. Donc je vais les décrire comme une réalisation d'un processus aléatoire. Donc typiquement, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça c'est mon modèle. Je veux résoudre mon problème d'imagerie dans cette situation-là, où j'ai ces fluctuations-là, que je ne connais pas, qui ne m'intéressent pas. Ce que je veux voir, c'est le gros réflecteur. Oui. Ah si, en imagerie médicale, bien sûr que ça arrive. En imagerie sismique, c'est encore pire. C'est pour ça qu'en imagerie médicale, typiquement imagerie ultrasonore, ils sont obligés de sélectionner des gammes de fréquences assez basses, alors qu'ils pourraient aller à fréquences plus hautes, ce qui devrait donner une meilleure résolution. Mais s'ils vont trop haut, ce bruit de milieu apparaît, on ne voit plus rien. Et en fait, quand tu regardes les images d'échographie ultrasonore, ils sont pile poil à la limite. Tu commences à voir des grains de speckle un petit peu partout. C'est justement ça. Ils sont vraiment aussi loin qu'ils peuvent en termes de bruit de milieu. Ils aimeraient bien aller plus loin, mais s'ils augmentent la fréquence, le scattering par les inhomogénéités aléatoires augmente et on ne voit plus rien. Alors, il va falloir que j'analyse ça. Donc, c'est là où maintenant je vais faire la partie analyse multi-échelle de la propagation des ondes en aléatoire. Donc là, c'est vraiment la partie maths. Donc, ça va me permettre d'analyser un régime de propagation
de manière suffisamment fine pour comprendre exactement quelle est la structure de ce bruit de milieu et pouvoir m'en débarrasser, enfin pouvoir le traiter efficacement pour résoudre mon problème d'imagerie. Donc on va passer, alors première chose, on passe en fréquence, j'ai un milieu qui ne bouge pas, donc je peux passer, je prends une transformée de Fourier en temps, donc je passe de l'équation d'onde à l'équation de Helmholtz, ici. Donc voilà, ça c'est mon équation de Helmholtz, et je vais considérer un certain régime. Donc là, c'est le régime dit paraxial. Alors qu'est-ce que c'est que le régime paraxial, que je résume avec ces inégalités-là? C'est un régime haute fréquence, donc c'est un régime où la longueur d'onde des ondes que j'envoie est plus petite que la longueur de corrélation du milieu dans lequel je vais me propager, qui est encore plus petite que la distance totale de propagation que je veux sonder. Donc ça, c'est un régime qui est en fait assez courant. On est souvent dans cette situation-là. Alors, ce n'est pas toujours vrai. En sismique, le lambda n'est pas toujours beaucoup plus petit que la longueur de corrélation. Donc, on a un autre régime. Mais bon, ici, je vais analyser celui-là. Donc, je veux analyser ce régime. Donc, je vais introduire un petit paramètre à dimensionner epsilon, justement pour caractériser ces rapports d'échelle. Donc, je vais dire que la longueur d'onde, ça va être donc la distance de propagation grand L, ça va être ma distance de référence. Je vais dire 1, j'y touche pas. Je vais dire la longueur d'onde, ça va être epsilon 4, donc ce qui veut dire que la fréquence, ça va être d'ordre 1 sur epsilon 4. Et puis la longueur de corrélation, bah, c'est entre 1 et epsilon 4, et ça va être epsilon 2. Donc voilà, là j'ai la caractérisation de mon régime paraxial, lambda plus petit que LC plus petit que L, lambda epsilon 4, LC epsilon 2, L 1. Et vous voyez, il y a encore du epsilon ici. Là, c'est un facteur multiplicatif sur les fluctuations de l'indice de réfraction. Donc si j'ai du epsilon 3, là, ça veut dire que j'ai des petites fluctuations. C'est le régime qui m'intéresse. Pourquoi il m'intéresse celui-là? C'est le régime pour lequel je vais avoir un effet d'ordre 1 des perturbations aléatoires. C'est-à-dire que si au lieu d'epsilon 3 ici, je mets epsilon 4, bah, quand je fais epsilon tend vers 0, je ne vais plus voir du tout les fluctuations aléatoires. Et si je mets epsilon 2, par exemple, eh ben, je n'arrive pas à me propager jusqu'à L, tout va être réfléchi. Donc c'est le régime où je vais encore avoir quelque chose de transmis jusqu'à L, et ce qui va être transmis va être affecté par les fluctuations du milieu. Donc voilà, on est dans ce régime-là. Donc on réécrit l'équation de Helmholtz avec les epsilon partout là où il faut. Et je vais considérer une source ou un champ, une source ou un champ incident qui est essentiellement une modulation d'une onde plane qui se propage selon la direction Z. Donc là, dans mon image, Z, c'est la direction verticale. Donc j'ai mon réseau en haut, je veux essentiellement aller vers le bas. Donc j'essaye d'émettre quelque chose qui ressemble essentiellement à une onde plane qui se propage. Bon, alors là, pas de bol, ça se propage vers le haut, mais enfin, sur mon image, ce serait propagé vers le bas. Donc voilà, donc j'injecte ce truc-là dans l'équation de Helmholtz et je tombe sur ce truc-là. Donc ça, c'est équivalent à l'équation de Helmholtz, donc il n'y a pas d'approximation là. Hein. C'est juste suivre exactement les epsilon partout où ils sont. Mais néanmoins, c'est très agréable d'arriver à cette équation-là, parce qu'on se dit qu'il doit y avoir moyen de simplifier cette équation quand epsilon tend vers 0. Donc où sont les epsilon? Ils sont là et là. Et on a envie de faire deux choses ici. Alors, première chose qu'on a envie de faire, c'est que quand on a epsilon 4 fois quelque chose ici, on a envie de se dire que quand epsilon tend vers 0, poum, ce terme-là va disparaître. Et la deuxième chose qu'on a envie de faire, c'est que comme on a un terme du genre 1 sur epsilon mu de z sur epsilon 2, ça ressemble essentiellement à du bruit blanc, ça. On a envie de remplacer ça par un bruit blanc en z, ou de manière mathématiquement plus rigoureuse, d'obtenir une équation au dérivé partiel stochastique conduite par un mouvement brownien en Z. C'est ce qu'on a envie d'obtenir ici. Alors, est-ce que c'est faisable? La réponse est morceau par morceau, c'est extrêmement facile. Si je n'ai pas ce bout-là, que j'ai juste ça, c'est très facile de montrer que ce truc-là disparaît quand epsilon tend vers 0. Pourquoi? Parce que c'est une équation d'onde en milieu homogène, on connaît la fonction de Green, on est capable d'écrire la solution de manière explicite, comme une intégrale.
Vous regardez où sont les epsilon dans l'intégrale. En fait, ils sont essentiellement dans la phase. Vous utilisez un coup de phase stationnaire. Vous êtes capable d'obtenir la forme limite de la solution de l'équation d'onde dans ce cas-là. Et vous vous apercevez que cette forme limite, elle est pile poil solution de l'équation de type Schrödinger que vous avez ici. Donc ça, on sait faire tranquille en 3-4 lignes. Ce qu'on sait faire aussi, c'est s'il n'y a pas ça, qu'il y a juste ce qu'il y a dans la parenthèse, on arrive aussi à montrer assez facilement que ça se passe bien, qu'on peut remplacer ça par un mouvement brownien. Pourquoi ça se passe bien? Parce qu'on est dans le cadre pile poil où on sait faire de l'analyse stochastique, parce que la solution, là on a une équation de type Schrödinger avec potentiel aléatoire, la solution phi, là, elle est adaptée au processus aléatoire mu. Elle ne voit pas ce qu'il y a devant. Si on part avec une condition initiale en z égale 0, que phi est solution de l'équation qu'il y a dans la parenthèse, ici, phi ne dépend de mu que entre 0 et z. On ne voit pas ce qu'il y a après. Et à ce moment-là, on a toutes les techniques de martingale qui nous permettent de traiter le problème d'approximation-diffusion et de remplacer ça par un mouvement brownien. Dès qu'on rajoute ça, patatras, avec les conditions de radiation, le phi n'est plus du tout adapté au mu, et donc on perd tout le calcul stochastique. Et en fait, ça coûte cher. Il faut vraiment travailler beaucoup plus, en fait, quand vous avez les deux, à la fois ce terme-là et celui-là, pour arriver à montrer que vous pouvez effectivement justifier le fait qu'on puisse se débarrasser de ce terme-là, et puis qu'on peut remplacer ça par un mouvement brownien. Néanmoins, ça marche. Donc, il faut faire un petit peu de travail, mais le résultat est justifié. Vous êtes capable de montrer que quand epsilon tend vers 0, on peut effectivement se débarrasser de ce terme de dérivée seconde en z, et qu'il ne nous reste plus qu'une équation de type Schrödinger, dans laquelle, ici, je peux remplacer ce terme rapidement variable par un champ brownien. Donc là, si vous voulez savoir, alors, deux détails techniques, il y a différents sens d'intégrale stochastique. Alors ici, on tombe sur l'intégrale de Stratonovich. Ce n'est pas l'intégrale d'Ito la plus classique sur laquelle on tombe sur du Stratonovich. Donc il faut faire un petit peu attention. On peut se ramener à Ito, mais à ce moment-là, il y a un terme correctif. Donc il faut faire un petit peu attention. Et puis donc là, je parle de champ brownien. Donc un champ brownien, ce n'est pas juste un brownien unidimensionnel B2Z. Donc il faut donner un petit peu un sens à ce truc-là. Donc il y a deux situations dans lesquelles on sait donner un sens à ce truc-là. Alors d'abord, il faut définir la fonction de covariance transverse, donc à partir des moments d'ordre 2 des fluctuations du milieu aléatoire. Et là, deux situations où bien ce gamma-là est de trace finie, c'est-à-dire que l'intégrale de gamma de x dx est finie. Et à ce moment-là, on peut, c'est pas très difficile, montrer qu'on a une base de fonctions propres, une valeur propre, et on est capable de représenter le B sur cette base avec des coefficients qui sont justement des mouvements browniens indépendants standards, donc tout à fait classique. Oui. C'est quoi le caractère de petit taux là? C'est l'intégrale de Stratonovich. C'est justement ça. Je mets un petit taux justement pour dire faites gaffe, c'est pas Ito. Donc un petit signe juste pour dire attention, c'est pas Ito. Donc ça, c'est un cas qu'on sait faire bien. Autre cas qu'on sait faire, c'est le cas stationnaire. En fait, c'est plus ce cas-là qui nous intéresse. Donc, dans le cas où, originalement, le mu, c'était un processus aléatoire stationnaire. C'est souvent comme ça que le mu est donné. Alors, à ce moment-là, le gamma sur lequel on tombe est de la forme une fonction de x moins x'. À ce moment-là, il n'est pas de trace finie. Donc, il faut utiliser d'autres outils. Tiens, il manque un T. Des outils de représentation spectrale. Donc, vous prenez la transformée de Fourier de gamma par le théorème de Wiener-Kitchin, c'est positif. Et vous êtes capable à ce moment-là d'avoir une représentation spectrale du B à partir d'un bruit blanc complexe via cette densité de puissance spectrale. Donc ça, c'est les deux situations qu'on sait traiter, à la fois pour montrer la convergence et pour donner un sens à cette équation de type Ito-Schrödinger. Donc je disais là, j'avais prévu un petit peu de technique, mais je vais passer, juste pour vous dire que le truc pour arriver à montrer ça, arriver à montrer ce théorème de convergence, l'outil essentiel, c'est un résultat d'immersion invariante, où en fait, vous allez transformer cette EDP linéaire
avec condition au bord, une condition de radiation, en une EDP non linéaire avec condition initiale. C'est-à-dire que vous allez introduire comme variable principale non pas Z, le point où on mesure le phi, mais L, la taille de la couche aléatoire. Et vous écrivez les équations par rapport à ce L. Alors évidemment, là, vous êtes adapté, puisque c'est pile poil la taille de la couche aléatoire. Vous tombez sur des EDP non linéaires, et vous appliquez des théorèmes d'approximation-diffusion sur ces EDP non linéaires, parce qu'elles sont peut-être non linéaires, mais avec condition initiale, ce qui veut dire que la solution est adaptée au processus mu. Donc c'est vraiment ça la difficulté ici, c'est le phi qui est là n'est pas adapté au mu, et il faut vraiment se ramener à quelque chose d'adapté. Donc là, il y a un peu de travail à faire que je passe. Alors voilà, maintenant on a notre équation d'Ito-Schrödinger. Alors ce qui est bien avec Ito-Schrödinger, c'est que comme on a un mouvement brownien, pour le coup, là on a tout le calcul d'Ito qui existe. Donc vous avez des bouquins entiers qui vous donnent les moyens de calculer tout ce que vous voulez sur la solution de l'équation d'Ito-Schrödinger. Donc c'est ce que je vais vous montrer ici, quelques résultats justement qui vont me servir pour résoudre mon problème d'imagerie. Alors d'abord, bon, s'il n'y a pas de bruit, si B est nul, donc solution de l'équation de Schrödinger homogène, ça on sait faire. Donc voilà à quoi ressemble la solution dans le cas homogène. Maintenant, regardons les moments de la solution quand il y a un mouvement, un champ brownien B. Donc encore une fois, vous avez le calcul stochastique d'Ito qui vous permet de calculer ça. Le calcul stochastique d'Ito vous permet d'écrire une équation fermée sur l'espérance. Donc l'espérance satisfait une équation fermée, et il se trouve que vous pouvez la résoudre analytiquement. Et c'est très simple comme solution. La solution, le premier moment de la solution d'Ito-Schrödinger, c'est juste la solution du cas où il n'y a pas de brownien fois un terme d'amortissement. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre champ moyen, quand vous vous propagez loin, il disparaît. Donc en gros, vos champs deviennent complètement incohérents. Sa moyenne devient nulle, il n'y a plus que des fluctuations. Donc ça, c'est ce que vous dit ce théorème-là, ce résultat-là, et ça vous dit pourquoi toutes les méthodes, donc que ce soit Kirchhoff, retournement temporel ou quoi que ce soit, vont totalement échouer dans cette situation-là, parce que justement, ces méthodes-là essayent d'exploiter le pic principal qui correspond à je me transmets directement jusqu'au réflecteur, puis je reviens du réflecteur directement au récepteur. Ça ne se passe pas comme ça. Vous avez plein d'interactions avec le milieu, et le champ direct, qui va directement du source au réflecteur, du réflecteur au récepteur, lui, il disparaît. Il va être complètement amorti. Alors, est-ce à dire que c'est foutu, on ne peut pas faire d'imagerie? Non, parce qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas évanescentes. Donc, regardons les moments d'ordre 2. Donc, espérance de G en un certain point X, et G bar complexe conjugué en un certain point X'. Bon, ça, encore une fois, moment d'ordre 2, j'utilise mon calcul d'Ito. Les moments d'ordre 2 satisfont un système d'équations fermées que je suis capable de résoudre, encore une fois, analytiquement. Ça se passe encore bien. Encore une fois, c'est très simple à résoudre. La solution, c'est le produit des fonctions de Green homogènes, sans brownien, fois, encore une fois, une sorte de terme d'amortissement, à part que là, l'amortissement est un petit peu plus compliqué. Ce n'est pas un amortissement homogène, il dépend de l'écart entre x et x', et en particulier, si x est proche de x', comme gamma 2 de 0, ça vaut 0 ici, vous n'avez pas d'amortissement. Donc les moments d'ordre 2, donc les corrélations des champs entre deux points proches sont non nuls. Il y a des corrélations, vous êtes capable d'avoir quelque chose. Donc là, je vous donne une formule simplifiée là, pour décrire un petit peu ce qui se passe, en faisant des petits développements sur la forme de la fonction gamma 2. Vous êtes capable de voir qu'essentiellement, vous avez une fonction de covariance du champ qui est essentiellement de forme gaussienne, avec une longueur de corrélation que je suis capable d'exprimer en fonction de toutes les données du problème, toutes les données statistiques du problème. Donc ça, ce que me dit ce petit résultat, c'est que, d'accord, le champ moyen, lui, il disparaît quand je me propage dans un milieu aléatoire, mais par contre, les corrélations, elles sont toujours présentes. J'ai toujours des corrélations qui se transmettent dans le milieu. Donc, puisque j'ai ces corrélations, l'idée, c'est qu'il ne faut pas essayer de faire de l'imagerie avec les champs moyens, parce qu'ils sont nuls.
Donc avec 0, il n'y a pas beaucoup d'informations. Donc il faut regarder les corrélations, c'est ça qu'il faut exploiter. Il va falloir exploiter les corrélations des signaux enregistrés, qui sont non nuls, et qui contiennent de l'information sur le milieu qu'ils ont visité. Donc voilà, c'est la motivation, et en même temps, vous avez une information un peu plus quantitative sur les longueurs de corrélation des champs observés. Donc ça va nous être utile. Bon, je ne vous donne pas toutes les formules, vous êtes capable de refaire la même chose aussi en fréquence, et vous avez le même type de résultat que quand vous observez les champs en 2 composantes fréquentielles suffisamment proches, ils sont corrélés. Alors que quand vous regardez les composantes fréquentielles à 2 fréquences très différentes, vous avez essentiellement 0. Ça devient essentiellement décorrélé. Donc voilà, l'idée est là. Il y a de l'information dans les corrélations des champs observés en 2 points proches et en 2 composantes fréquentielles proches. Bon, alors en fait, là, c'est juste une petite remarque. Là, j'ai fait moment d'ordre 1, moment d'ordre 2. Vous pouvez faire tous les moments. Il n'y a pas de problème. Les moments... Oui. Ah non, il faut que les points soient proches et que les fréquences soient proches. Non, il faut les deux en même temps. Donc, vous êtes capable de refaire la même chose pour des moments d'ordre 4, par exemple. Les moments d'ordre 4 sont particulièrement intéressants. Alors, vous êtes capable d'obtenir une équation fermée. Ce coup-ci, vous ne pouvez plus la résoudre analytiquement, contrairement aux moments d'ordre 1 et 2. Mais vous êtes quand même capable de l'étudier. Vous avez une équation bien écrite, vous pouvez l'étudier. Et en particulier, il y a des choses assez bizarres qui se passent. Contrairement à ce que pensent beaucoup de physiciens, la statistique du champ ne devient pas gaussienne, même quand on le laisse se propager longtemps dans un milieu aléatoire. Il y a des situations où la statistique devient effectivement gaussienne, et il y a des situations où ça ne le devient pas du tout. On garde des statistiques assez bizarroïdes sur les intensités en particulier. Donc là, il faut faire un petit peu attention. Donc ça ne va pas franchement me servir ici, mais c'est juste pour vous dire que, justement, le bruit de milieu, ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas un bruit additif gaussien ou je ne sais pas quoi. C'est assez complexe. Il y a des corrélations et ce n'est pas des statistiques gaussiennes. Donc voilà. Donc là, je vous ai fait un peu de technique. Le résumé, c'est que voilà, ça vaut le coup de suer un petit peu pour faire de l'analyse multi-échelle. Ça permet de comprendre un petit peu comment se passe la propagation des ondes en milieu aléatoire et en particulier de déterminer où sont les quantités, où sont cachées les informations sur le milieu dans les signaux qu'on va enregistrer. Donc, ils sont cachés dans les corrélations entre les champs observés à des points proches et observés à des fréquences proches. Et en fait, ça, je l'ai fait dans le régime paraxial. Vous pouvez le refaire dans d'autres régimes. Alors, avec mes co-auteurs, en particulier avec Georges Papanicolaou, quand on regarde ce genre de problème, le premier régime qu'on regarde, c'est milieu aléatoire stratifié, parce que Georges Papanicolaou fait ça depuis les années 70. On a exactement les mêmes résultats, que le champ moyen, le champ cohérent, décroît exponentiellement vite, donc il disparaît, alors que dans les fluctuations, on a de l'information, en particulier dans les corrélations entre points proches et fréquences proches, on a de l'information. Donc ça, c'est un résultat assez général, quel que soit le régime de propagation dans lequel on se place. Donc voilà, on va revenir à notre problème d'imagerie. Donc voilà, alors imaginons que je suis dans cette situation-là, voilà, j'essaye de faire du Kirchhoff, eh bien ça ne va pas marcher, parce que, encore une fois, le Kirchhoff essaye d'exploiter le champ moyen, et le champ moyen, il a disparu. Donc on essaye de rétropropager 0, et il ne se passe pas grand-chose. Donc on va obtenir une très mauvaise image. Donc je ne vous la montre pas encore, je vais vous la montrer quand on fera la comparaison avec l'imagerie par corrélation. Donc là, c'est la même chose. Ça, c'est écrit tel que c'est implémenté dans les machines, dans les échographes ou dans les machines d'imagerie sismique. On ne passe pas en Fourier, on enregistre ces signaux en temps et on met juste des lignes à retard et ça vous permet de faire ce genre de calcul très rapidement. Nous, pour l'analyse, on passe en Fourier. Alors là, je m'aperçois, comme d'habitude, j'ai oublié un facteur 2π, mais bon, on n'est pas un facteur multiplicatif 2π près ici. Donc c'est exactement la même expression écrite en Fourier. Alors pourquoi je fais ça ? Parce que justement, j'attire votre attention, donc c'est des sommes simples, somme sur source, récepteur, fréquence, de données rétropropagées par temps de trajet. Ça ressemble à ça. Maintenant, si je veux faire de l'imagerie par corrélation croisée,
Il y a une première méthode qui est stupide. Alors attention, ça a l'air un peu gros, mais je vais vous expliquer ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que des corrélations? C'est juste des formes quadratiques. Donc voilà, ça c'est mes données, et ça c'est les corrélations des données. C'est toutes les formes quadratiques possibles entre paires de sources, paires de récepteurs, paires de fréquences. Donc là, c'est toutes mes corrélations. Imaginons que je fasse un truc vraiment stupide. Je prends toutes mes corrélations et je les rétropropage toutes. C'est ce que j'écris ici. Je prends toutes mes corrélations, je les rétropropage toutes. Ça me fait une fonction assez grosse. Mais bon, on peut l'implémenter. Mais en fait, c'est complètement stupide comme truc, parce qu'on s'aperçoit que ça se factorise très bien. C'est juste le carré de la fonction précédente. Donc, si vous faites de l'imagerie par corrélation croisée de manière stupide, vous faites un truc vraiment stupide parce que vous revenez au cas précédent, c'est juste une manière plus compliquée de calculer ce que vous avez fait avant. Donc ça, c'est pas bon. Alors pourquoi c'est pas bon? Parce que là, on a essayé d'utiliser toutes les corrélations croisées. Mais justement, l'analyse nous a dit non, 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 il ne faut pas faire ça. L'information, elle n'est pas dans toutes les corrélations, elle est juste dans les corrélations entre points proches, fréquences proches. Donc il ne faut pas prendre toutes les paires. Il faut juste prendre des paires de sources, des paires de récepteurs, des paires de fréquences suffisamment proches. Donc là, la différence par rapport au cas précédent, c'est juste ça. Je me restreins, je ne prends pas toutes les corrélations, je prends juste des corrélations sur points proches, fréquences proches. Donc là, j'ai deux paramètres, xd, oméga d, qui dépendent de moi, enfin moi, utilisateur. C'est moi qui choisis ces deux boutons. Je choisis xd, oméga d, et je peux écrire cette fonction-là, et donc je peux, paf, décider une image à partir de cette fonction-là. Donc là, voilà, je vous ai fait toute l'analyse avant, juste essentiellement pour vous motiver ce truc-là. Donc voilà, prenons cette fonction d'imagerie et essayons de l'analyser. Alors, c'est la fonction là-haut, donc deux types d'analyse, résolution, stabilité. Je fais l'analyse de résolution. Donc, encore une fois, ce n'est pas bien compliqué. Hein. Là, j'ai des expressions, des moments. Je les connais. Dans le régime paraxial, les moments d'ordre 2, je vous les ai montrés tout à l'heure. Donc, c'est facile de calculer l'espérance. Vous avez aussi les moments d'ordre 4, donc c'est facile d'avoir la variance de ce truc-là. Donc, on est capable de faire tous les calculs dans le régime paraxial en particulier. Là, ce que vous trouvez, c'est que, voilà, par rapport à Kirchhoff, vous avez perdu un petit peu de résolution, à savoir les détails les plus fins que vous pouvez voir. Ça a toujours la forme des formules de Rayleigh que je vous ai montrées tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais lambda L sur A, où A, c'était le diamètre du réseau que j'utilise. Maintenant, j'ai lambda L sur XD, où XD, c'est le paramètre de cutoff que j'utilise ici. Et pareil pour la résolution longitudinale, j'avais C0 sur B tout à l'heure. Maintenant, j'ai C0 sur oméga D, le paramètre de cutoff que j'ai ici. Donc ça, en fait, qu'est-ce que ça vous dit? Vous retrouvez le résultat que si jamais vous faites XD égale A, oméga D égale B, vous retombez sur Kirchhoff. Ben oui, parce que s'il n'y a pas de troncation, on retombe sur Kirchhoff, c'est ce que je vous ai montré avant. Donc quand vous tronquez, vous perdez un peu de résolution. D'accord, on perd de la résolution, mais par contre, on va gagner de la stabilité, à savoir qu'en regardant donc, ce rapport-là, le rapport signal sur bruit de l'image qui est là-haut, vous êtes capable de montrer que ça devient plus grand que 1, sous réserve que vous ayez choisi XD et oméga D suffisamment petits. Et alors, c'est quoi suffisamment petit? C'est justement plus petit que ces fameuses longueurs de corrélation et de la même façon fréquence de corrélation des champs que je vais observer. Donc tout à l'heure, vous avez vu passer un XC. Voilà, le XC du régime paraxial, il se retrouve ici. Donc il faut que je prenne XD plus petit que XC et il faut que mon réseau soit suffisamment grand. Il faut qu'il soit plus grand que XC pour que tout ça marche bien. Et pareil en fréquence. Donc voilà, c'est là que ça vous dit, voilà, donc j'ai un compromis entre résolution et stabilité. Il faut que je prenne, pour avoir de la stabilité, XD plus petit que XC. Et pour la résolution, plus XD est grand, mieux c'est. Donc quand je fais l'intersection de 2, qu'est-ce que je dois prendre? Je dois prendre XD égale XC. C'est ça le truc optimal qui va m'assurer la stabilité sans perdre trop de résolution. Donc c'est effectivement la réponse. Les valeurs optimales, c'est celle-là. Donc voilà, ça vous dit comment il faut choisir à peu près
les deux paramètres de cutoff dans la fonctionnelle d'imagerie. Alors comment maintenant, oui d'accord, ok, c'est la formule théorique. Maintenant quand je mets ça en pratique, en imagerie sismique ou en imagerie médicale, comment je fais? Alors là, il y a toute une histoire, ça a pris pas mal d'années pour déterminer comment il faut faire. Alors vous pouvez, bon, les résultats théoriques ils sont gentils, mais ils ne vont pas vous servir à grand-chose. Ce que vous pouvez faire, c'est regarder vos données et essayer justement à partir des données d'estimer ces longueurs de corrélation et ces fréquences de corrélation. On peut y arriver. Ça donne un résultat pas trop mal, mais quand on a commencé à faire ça, on s'est rendu compte que, en tournant encore un petit peu les boutons, on améliorait encore un petit peu l'image. Donc finalement, on a fini par abandonner ça et y aller directement en regardant l'image. C'est-à-dire que vous regardez l'image avec une paire test XD oméga D. Est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est mauvaise? Et puis vous tournez les boutons. Alors maintenant, ça se fait de manière automatique. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une bonne image? Un bon critère, c'est une image, ça va être quelque chose dont la norme L1 plus la norme L1 du gradient de l'image est petit. C'est ça qui va minimiser. En gros, on voit encore bien les contours et on aplatit les grains de speckle. Donc en minimisant cette sorte de norme sur oméga D et XD, on laisse tourner l'algorithme, on tombe sur une image qui est très jolie. Donc voilà, maintenant on en est là, on peut faire ça directement avec une petite routine d'optimisation. En fait, il se trouve qu'en plus, elle est convexe, donc enfin la fonction, la norme L1 plus L1 du gradient, c'est convexe vis-à-vis d'oméga dxd, donc ça converge vite, quoi. Il n'y a pas besoin de 10 itérations. En 3 itérations, vous avez une belle image. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Ou alors, je dis, et c'est là que je vais finir, là, on peut rentrer un bon choix à la main, sans faire d'optimisation ou quoi que ce soit, dans certaines situations. Donc là, je vais vous montrer une situation pour laquelle on sait faire des choses très simples. Alors voilà, alors ça, j'ai piqué ça dans un papier de géophysique. Donc c'est une situation de sismique exploratoire. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là, vous avez la croûte terrestre. Hein. Ça fait quelques kilomètres sur quelques kilomètres. Hein. C'est un truc du genre réservoir pétrolier. Alors en surface, vous pouvez mettre autant de sources et de récepteurs que vous voulez. Alors les sources, c'est soit des explosions, soit ils ont aussi des gros camions qui vibrent du popotin. Des trucs énormes. Hein. Les camions, ils font 80 tonnes. Ce n'est pas des trucs qu'on voit dans les rues de manière usuelle. Donc en surface, on peut mettre autant de sources et de récepteurs qu'on veut. Il se trouve que, comme c'est un réservoir en exploitation, c'est pour certaines applications, on est aussi capable de mettre des récepteurs dans les puits. Alors pas de source dans les puits, parce qu'on ne va pas faire ni d'explosion, ni envoyer les gros camions dans les puits, donc juste des récepteurs. Ça coûte pas cher, les récepteurs, on peut en foutre partout. Donc voilà, on met des récepteurs dans les puits, c'est la configuration. Et donc, comme c'est de la sismique exploratoire, alors là, c'est le jargon des géophysiciens, enfin des sismologues. La partie vraiment pénible dans la croûte terrestre, c'est vraiment les quelques centaines premières de mètres. C'est vraiment là où le milieu est vraiment diffusant, où il y a vraiment beaucoup d'inhomogénéité. C'est ce qu'ils appellent l'overburden. Donc là, l'overburden est franchement hétérogène. C'est pas facile de propager de manière propre des ondes là-dedans. Et en dessous, l'urban-burden, alors il y a beaucoup moins d'inhomogénéité, ou tout au moins les quelques inhomogénéités qu'il y a sont d'intérêt. Donc les objets qu'on veut voir sont en dessous. Donc voilà à quoi ça ressemble, situation sismique exploratoire typique. Donc là, c'est mon petit cartoon pour reprendre ça. Donc, structure des données. Alors là, je simplifie un petit peu. Je mets que des sources en surface, des récepteurs sur une ligne horizontale, et situation où le milieu est aléatoire juste entre les sources et les récepteurs. Donc, situation un peu simplifiée par rapport au cas précédent, mais en fait, pas tant que ça. Hein. L'overburden, enfin, la situation que j'ai décrite, ça ressemble vraiment à quelque chose comme ça. Alors voilà, ça, c'est l'état de l'art. C'est Kirchhoff. C'est comme ça que les sismologues font leurs images. On prend les données enregistrées, on essaye de les rétropropager. Donc je vous montre une image.
Alors ça, c'est ma collègue Chrysoula Tsoga qui fait les simulations. Moi, je ne fais pas des simulations aussi compliquées que ça. À gauche, vous avez le milieu. Donc tout en haut, les petites croix, c'est les sources. Les petites croix qui sont là, c'est les récepteurs. Là, c'est le gros réflecteur. Et ça, c'est le milieu aléatoire. Donc là, c'est très aléatoire. On a tout mis dedans. Hein. Il y a du milieu aléatoire 3D, du milieu stratifié. On a tout mélangé pour faire un milieu très hétérogène. Vraiment pas bon. Pas bon. Et à droite, qu'est-ce qu'on fait? On trace une image obtenue par Kirchhoff de cette région-là. Donc un grand carré centré autour du réflecteur qu'on voudrait voir. Donc ici, l'image que je voudrais avoir, c'est ça, le réflecteur. Eh bien, c'est raté. Là, j'ai vraiment une image où je vois rien. Donc ça, c'est l'état de l'art. Vous pourriez faire du retournement temporel ou du fuel wave inversion, enfin des moindres carrés complets. Ce serait aussi moche que ça. Vous voyez rien. Donc ça, c'est migration directe des signaux enregistrés par les récepteurs. OK, donc maintenant j'ai mon idée qu'avec des corrélations, ce serait peut-être mieux. Alors voilà la fonction sur laquelle, la fonction que je propose. Alors vous allez me dire, tiens, ça ne ressemble pas tellement à votre fonction de tout à l'heure. Alors en fait, si. Alors ça, c'est comme ça qu'on va la calculer de manière rapide. Vous prenez les signaux enregistrés en XR, en XR', pour une même source. Vous calculez sa corrélation standard. Vous sommez sur toutes les sources. Ça vous donne une sorte de méta-corrélation entre ce que vous avez enregistré en XR et en XR', en fonction du tau qu'il y a ici, et vous migrez ce machin-là, à la Kirchhoff. D'où ça vient ce machin-là? Alors ça vient d'ici. Là, je le réécris en Fourier. Alors là, tiens, j'ai remis le 2π. C'est exactement équivalent. Hein. Vous prenez Fourier, vous tombez exactement là-dessus. À savoir, là vous voyez, vous avez une somme sur les sources, double somme sur les paires de récepteurs, vous avez la migration qui est là-haut, et vous avez la corrélation qui est là. Donc exprimé en Fourier. Donc ça, c'est exactement ça, mais exprimé en Fourier. Et ça, c'est un cas spécial de la fonction que je vous ai montrée tout à l'heure. Je vous remontre la fonction que je vous ai montrée tout à l'heure avec les paramètres de cutoff. Alors là, attention, au lieu d'avoir 2 paramètres de cutoff, j'en mets 3. Je mets xd et x'd. Alors pourquoi? Parce que tout à l'heure, mes sources et mes récepteurs étaient au même endroit. Donc, par réciprocité satisfaite par la solution des équations d'onde, c'était normal que je mette exactement le même paramètre de cutoff pour les sources et les récepteurs. Maintenant, comme mes sources et mon récepteur ne sont pas au même endroit, il n'y a pas de raison que je mette le même paramètre de cutoff. Donc, j'en mets 2. xd, x'd, j'ai un oméga d. Alors, toujours pareil, si je relaxe, si je mets ça égale infini, je fais du Kirchhoff. Donc, on a vu, on ne voit rien. Et là, ce que je fais, c'est je prends des valeurs très particulières, très dégénérées, on va dire. Je vais prendre xd égale 0, donc je vais juste garder la diagonale, s égale s'. Je vais prendre x'd égale infini, donc je vais garder toutes les paires de récepteurs, et je vais prendre oméga d égale 0, donc je garde juste la diagonale ici. Si je fais ça, je tombe là-dessus. Donc c'est un cas particulier où je prends des valeurs très singulière de mes paramètres de cutoff. Et d'où ça vient la motivation de prendre ces 3 valeurs-là? Ça vient de l'analyse multi-échelle qu'on pousse à la limite en se disant le milieu qu'il y a là devient très, très, très diffusant, infiniment diffusant. Et à ce moment-là, ce qu'on trouve, c'est qu'il faut régulariser à mort ce qui traverse le milieu. Et par contre, comme là, le milieu est complètement homogène, il faut tout garder. Donc c'est pour ça que je n'ai pas du tout la même chose sur les paires de récepteurs que je garde toutes et les paires de sources dont je garde que la diagonale. Donc ça se justifie en fait, cette fonction de manière théorique. Donc c'est chouette, ça me permet d'écrire cette fonction-là sans y passer 107 ans.
sans faire d'optimisation. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne ça. Donc ça, c'était Kirchhoff, où on ne voit rien. Et ça, on utilise les mêmes données, mais on fait tout le calcul de corrélation avant de faire la migration. Et là, pour le coup, bing, vous voyez votre effecteur. Et là, quand même, on est passé d'une image où on ne voit rien à une image où on voit bien. Donc ça, c'est un cas d'application qui est particulièrement frappant, où l'imagerie par corrélation apporte un gain très substantiel, on va dire. Donc merci Chrysoula pour avoir fait toutes les simulations qui permettent d'illustrer ça. Voilà, donc là, il me reste 3 minutes. Allez, alors je vais aller vite. Je vais juste traiter le cas du milieu. En fait, alors, bon, ça marche en imagerie sismique, ça peut marcher en imagerie médicale. Alors, il se trouve qu'en imagerie sismique, on peut pousser les choses jusqu'à être très, très pervers. Si vous prenez cette fameuse fonction là que j'ai écrite ici, vous voyez que, en fait, les sources, je n'ai pas vraiment besoin de savoir où elles sont, la coordonnée des points sources, vous ne la voyez pas dans la fonction d'imagerie. Vous sommez sur toutes les sources ce truc-là, et la position XS des sources, elle apparaît nulle part. En fait, votre éclairage par les sources, vous avez besoin de sources, vous avez besoin de signaux, mais ça peut émettre à peu près n'importe quoi de n'importe où. On s'en fiche. Et on peut pousser le raisonnement jusqu'à la limite à se dire, bah, en fait, on n'a pas besoin d'avoir des sources impulsionnelles qui émettent les unes après les autres. Il suffit qu'il y ait des sources qui émettent de je ne sais pas trop où en permanence, qui émettent du bruit. Vous allez pouvoir calculer vos corrélations en enregistrant suffisamment longtemps pour que vous arriviez à estimer vos corrélations de manière stable. Et puis, bah, vous pouvez ensuite implémenter vos méthodes d'imagerie par corrélation. Et il se trouve que ça marche super bien. On peut faire de l'imagerie sismique à partir du bruit de fond sismique, sans terme source contrôlé. Donc, en particulier, il y a Michel Campillo, qui est un sismologue de Grenoble, qui a implémenté ça, et donc il y a un résultat vraiment frappant qui est sur le piton de la Fournaise, où la dernière éruption du piton de la Fournaise a pu être détectée par ce genre de technique avec 3 semaines d'avance, parce que comme on utilise juste le bruit de fond, on peut imager jour après jour le milieu, il n'y a aucun problème. Vous faites la carte tous les jours, et quand vous voyez que le magma commence à monter dans la chambre magmatique, vous savez que l'éruption va arriver. Donc c'est ce qu'il a fait. Donc ça marche très bien. Donc on peut pousser ces techniques-là jusqu'à la limite où les sources ne sont pas du tout contrôlées, émettent juste du bruit. Donc ça, c'est juste cette illustration-là. Alors là, il faut tourner la tête de 90 degrés par rapport à la situation de tout à l'heure. Vous avez vos sources, vos récepteurs, le réflecteur. Donc là, je vous dis, il faut tourner la tête de 90 degrés. Mais là, les sources, ce n'est pas des sources impulsionnelles contrôlées, c'est des sources de bruit qui émettent, alors je ne sais plus quoi, ça va être un processus gaussien stationnaire à moyenne nulle avec une fonction de covariance, je ne sais pas, sans doute gaussienne, je pense. Donc ça émet du bruit en permanence. Sur vos récepteurs, bah, vous enregistrez du bruit, bien sûr, vous avez mis du bruit, vous enregistrez du bruit. Là, il n'y a pas de surprise. Mais quand vous calculez les corrélations de ce bruit, ici, et que vous les migrez, bah, vous construisez une image qui vous permet de retrouver, par exemple, la position d'un réflecteur. Donc, c'est la même situation que tout à l'heure, mais on n'a pas besoin d'avoir des sources contrôlées impulsionnelles. Il faut des sources, bien sûr, spectre large, bien sûr, avec une diversité angulaire suffisamment grande, ok, mais modulo ces conditions, qui sont assez vraies en imagerie sismique, vous avez des sources de bruit partout, en particulier dans l'océan. Donc, vous avez possibilité de faire de l'imagerie sismique sans source. C'est pas beau, ça? Avec juste du bruit. Donc, conclusion, voilà. C'est quand même utile de se fatiguer à faire de l'analyse multi-échelle de la propagation des ondes en milieu aléatoire, parce que ça donne des idées, en particulier des idées pour résoudre des problèmes d'imagerie en milieu complexe. Donc là, le truc qui est important, c'est il vaut mieux utiliser des corrélations que des données directement, et en italique,
il faut bien les choisir, les corrélations. Si vous y prenez comme un manche, vous essayez de tout migrer ou pas de migrer les bonnes paires, vous arriverez à rien. Donc il faut comprendre un petit peu la situation pour savoir quelle paire de corrélation il faut migrer. Et donc le petit plus, il n'y a pas besoin d'avoir des sources contrôlées, des sources de bruit ambiant vous suffisent pour appliquer ce genre de technique. Et je vais m'arrêter là, je vous remercie.